Je me souviens qu'à des moments, je me suis dit, j'arrive pas à... J'ai pas l'impression de vivre le moment que je vis. Il y a toujours une barrière entre ce qui se passe maintenant et ce que je perçois. Parce qu'en fait, il y a toujours un filtre. Ce filtre, il me semble, mais c'est juste l'action d'intellectualiser les choses en fait. S'il y a effectivement quelque chose entre les perceptions et l'extérieur, et ben cette couche, c'est dans ton intellect, c'est ta conscience. C'est parce que quand tu reçois quelque chose, tu attaches ta pensée et tu commences à juger, tu te dis ah putain ça me fait peur, il faut pas que ça se réalise, ou putain je regrette ça, ou machin. Mais bon, je crois que tu commences à comprendre, tout ça c'est du vent. Tant qu'à faire, j'aurais préféré que ce soit de la pierre ou du bois ou des plantes. Parce que le vent, on le voit pas en fait. On le sent, il a vraiment des grands pouvoirs, mais on le voit pas. Quand la veille il a plu, comme il a plu la veille, bah le matin l'air il est genre frais, humide, et tant que le soleil il s'est pas levé, bah je me lèverai pas pour chier non plus. La bonne nouvelle c'est quand même que j'ai retrouvé mon chat. Je sais pas ce qu'il a fait pendant tous ces jours, mais il est vivant. Je commençais à m'inquiéter, mais tu vois, chez les chats, je pense qu'il y a des circuits qui sont beaucoup moins loin. Il n'y a pas la couche culture. Il y a des circuits de survie qui sont beaucoup plus proches que nous. Nous, si on était dans la nature, on réfléchirait selon notre rapport à la nature. Le chat, il va réfléchir en fonction de... Il va pas réfléchir, ça va être que des réactions qui sont programmées dans son corps. Et aussi ses expériences de chasse et de survie. Mais elle va pas se demander si elle fait les choses bien ou mal. Elle va pas se demander si il faut qu'elle construise un abri, ou comment elle va survivre dans le temps, ou comment il faut qu'elle fasse pour pas attraper de maladie. Elle vit, et le jour où elle mourra, elle mourra. Et elle s'en bat les couilles. Et du coup, je m'en bats les couilles aussi. Ça veut pas dire que je l'aime pas, hein. Ça veut dire que je m'y attache pas plus que sa vie, quoi. Tant qu'elle est là, tant mieux. Si elle part et si elle meurt, ça fait partie du cycle. Est-ce qu'on peut vraiment aimer les choses sans s'y attacher ?
je trouve que le ton de ces vidéos est un peu trop sérieux, devient un peu trop sérieux. Alors je vais plutôt te parler de mon jardin, parce que de mon potager, parce que à la fois c'est le meilleur temps pour en parler, puisque après la pluie, le sol est très humide, et quand il y a du soleil comme maintenant, et ben toutes les conditions, si tu veux, sont réunies. Il y a la graine, il y a l'eau, la chaleur, donc autant dire que tout va pousser, quoi. Alors comme je suis dans un contexte assez sec malgré tout, même si là il a plu, la gestion de l'eau, la captation et le stockage de l'eau est quelque chose de hyper important. Donc là, entre mes zones, ça c'est la partie un petit peu extérieure que j'ai pas encore travaillé. Là, il y a un grand creux, et dans ce grand creux, je vais là, tu vois, sur toute, peut-être pas une ligne droite, je vais en faire un là-bas, et je vais en faire un à la place des choux juste ici. Et là, je vais faire du coup des bassins. Je vais creuser sur X centimètres, je sais pas, peut-être 50-60 centimètres, et recouvrir le fond d'argile pour que ça conserve l'humidité, que ça s'infiltre pas dans la terre et que ça disparaisse pas. La différence entre un bon design et un mauvais design, c'est que le bon design, il a pour vocation de créer des choses durables, c'est-à-dire des choses qui vont être utilisées longtemps. Et pour que les choses elles soient utilisées longtemps, il faut qu'elles soient ergonomiques, agréables à utiliser, agréables à entretenir. Et c'est pour ça que choisir l'emplacement de ces travaux, ça doit pas se faire à la légère. Donc là tu te dis ok, il se fait un petit bassin en rigolant quoi, mais pas du tout. Pas du tout, ça c'est des décennies de réflexion. Je t'explique. La première chose, c'est que comme tu le sais, mon terrain, il est proche, enfin il est complètement sur le bord d'une forêt, d'une montagne-forêt. Donc j'ai essayé de délimiter mon jardin, là c'est une des entrées, mais j'ai essayé de délimiter, de fermer. Tu vois là j'ai mis un gros bout de bois et tout autour, la végétation va repousser et va former une barrière naturelle. Donc déjà, premier point à prendre en compte, c'est que cette partie là-bas, a priori, je vais quand même pas y accéder très souvent. Mais malgré tout, comme c'est sur une bordure, tu vois, il y a une bordure, si tu suis les petits rondins de bois, ça forme une bordure. Il faut pas que je la fasse le long de la bordure, parce que sinon, les zones, le paillage, la zone paillée, comme je l'ai fait sur les autres endroits, la zone paillée, comme ici, et elle sera plus accessible. Donc deuxième point à prendre en compte, en plus de l'emplacement global, c'est l'emplacement précis. Donc ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive ici à créer un bassin, je sais pas, peut-être de 1 mètre de large pour commencer, mais qui laisse sur les côtés, je sais pas, peut-être combien, allez, je regarde, 70-80 cm pour le déplacement et puis pour la brouette si jamais il y a besoin. Mais bon, donc ce que je vais faire, je pense que je vais décaler ça, tu vois, et là à côté du buisson, je vais faire un grand cercle. Et ce cercle, je vais commencer maintenant tant que la terre est fraîche et humide. Ah ouais, il y a un truc dont je voulais te parler et que j'ai oublié de te parler, et dont j'ai oublié de te parler. C'est est-ce qu'il vaut mieux mettre mon bassin, tu vois, soit là, ici en bas, soit là il y a une petite montée et je le mets là-haut. Alors la réponse elle n'est pas évidente, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Si je le mets, peu importe où je le mets, il y aura toujours de l'infiltration vers le bas. L'eau va s'infiltrer, donc l'humidité, il y aura plus d'humidité vers le bas, et en haut ça sera plus sec. Donc il faudrait que cette humidité, j'en profite. Donc il faudrait que j'ai de la place sous le bassin. C'est pour ça que je vais plutôt mettre le bassin en haut pour faire peut-être juste en dessous, sur 1 mètre, un potager spécial, très humide, très argileux. Et puis surtout, puisqu'il est en haut, je pourrais peut-être y mettre un système d'arrosage ou je ne sais quoi,
et bénéficier du coup de l'emplacement aval de l'eau pour épargner mes forces. Je crois avoir remarqué que ce qui compte pour l'ergonomie, c'est de faire des formes qui soient agréables à regarder, agréables à suivre, donc pas d'angle, pas de changement. Soit tu fais des courbes, soit tu fais des carrés, mais tu fais pas des courbes avec des carrés. Sois un peu cohérent. S'il y a bien un truc à comprendre à propos du bon design, c'est que il n'y a pas besoin d'y mettre beaucoup de blabla. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas de... Il y a plein d'outils qui te donnent des processus, des méthodes, etc. Mais en fait, je remarque que c'est des trucs inconscients. C'est des trucs que tu fais déjà naturellement. Et en fait, les outils que tu peux voir à propos de la permaculture, à propos du design des forêts comestibles, c'est la plupart du temps juste l'extériorisation. C'est des gens qui ont essayé de formaliser leur processus de réflexion. C'est pas des outils qui sortent de n'importe où. C'est pas des trucs très chiadés en fait, je trouve. C'est même des trucs finalement assez subjectifs. Donc la théorie, c'est hyper intéressant, mais la plus grosse source de connaissances, c'est quand même par empirisme. Alors, où que tu sois, même en ville, essaie de te trouver un truc à une demi-heure, une petite forêt, un petit terrain abandonné pour commencer à essayer des trucs. Parce qu'en fait, c'est ta connaissance qui va être déterminante de ton pouvoir de permaculteur. Donc, observer comment ça fonctionne, c'est apprendre, c'est déjà acquérir une certaine forme de savoir-faire. C'est des outils intéressants, la théorie permacole, mais à la nature, ça reste quand même le meilleur maître, le meilleur enseignant. Bon, si je te parle de ça, c'est parce que je voulais en venir à un endroit en particulier. C'est, par exemple, quel outil choisir. Là, je dois faire un bassin. Je sais pas si tu te souviens. Hein. Je dois faire un bassin. Et j'ai 4 outils à disposition. J'ai une serre-fouette, j'ai une pioche, j'ai une bêche à tête carrée et j'ai une pelle. Donc tu vois à quoi ça ressemble une pelle, elle est trop loin. Mais j'ai pas réfléchi à comment j'allais utiliser, comment j'allais creuser ce bassin. Alors j'aurais pu passer X temps pour trouver quel outil était le plus adapté, ou je peux le découvrir tout de suite sur le contexte. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas besoin de savoir faire avant de les faire. Tu dois savoir que ça existe, mais tu n'es pas obligé de connaître tous les détails pour commencer à le faire. J'ai envie de dire même c'est le contraire, parce que le temps souvent que tu vas passer à apprendre tous les détails, eh ben, d'une part, tu vas apprendre des choses qui ne sont pas adaptées au contexte dans lequel tu vas évoluer, et deuxième chose, tu vas passer sans doute beaucoup plus de temps à apprendre la liste qu'à l'apprendre en le faisant à plusieurs endroits, même si c'est pas en une seule fois. Voilà. Bon. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Alors, concrètement, la première étape,
elle consiste à enlever la couche fertile du dessus, c'est-à-dire l'herbe et en gros, je sais pas, 5 cm de terre qui doit être plus riche en nutriments, en matière organique, plus légère et donc plus apte à la culture. Parce que je vais utiliser cette terre fertile pour poser sur les bords de mon bassin pour y faire des cultures. Les bords du bassin, je vais les construire grâce aux 50 cm restants. Les 50 cm de terre bien lourde, bien dense, qui finalement, elles-mêmes, je crois que sans argile, peuvent très bien retenir l'eau après 2 ou 3 orages, tu vois. Mais bon, moi je voulais te le montrer. Si toi tu as une terre normale, quoi, pas une terre de gros bâtards, quoi. Voilà. Alors pourquoi conserver ce saule? Ce saule, je le conserve parce que déjà, c'est un arbre qui aime bien l'eau. C'est un arbre qui crée beaucoup de matière organique et surtout, après avoir vu une vidéo, j'ai appris que dans les pousses vertes et rouges, en l'occurrence de saule, il y avait beaucoup d'acide salicylique qui est un acide, un hormone de bouturage, apparemment, qui sert d'hormone de bouturage. En gros, la recette, c'est tu coupes ces petites branches et puis qu'est-ce que t'en fais? Tu les mets dans de l'eau et tu les laisses macérer pendant 1 mois et puis ça te fait des hormones de bouturage, t'arroses avec ça. Tu peux éviter de m'interrompre s'il te plaît quand je... Voilà, maintenant que j'ai mis la terre à nu, j'ai rassemblé sur une grosse botte le tas de terre et d'herbes que j'ai récolté en grattant la terre, enfin en grattant la surface. Et maintenant je m'apprête à aller manger des cerises et ensuite je vais creuser 50 cm idéalement. Mais on verra si la flemme n'est pas plus forte. Alors j'ai vu une petite technique qui consiste à prendre des noyaux de fruits. Donc là c'est cerise, mais apparemment ça marche aussi avec abricots, pêche, etc. Tu les prends et tu les mets du coup dans 5 ou 6 centimètres. Enfin tu vois, tu fais un trou et t'appuies le plus profond possible pour que, en fait, le but c'est que ça se dessèche jamais. Le but c'est que ton noyau il se dessèche jamais. Voilà. Donc là j'essaye. J'ai mis voilà un peu à la zomme, mais j'espère. Je te dirai ça en fait dans 8 mois, ok? On se donne 8 mois, ok? Dans 8 mois je te dis si ça a fonctionné. Ça va? Les grands travaux, c'est quand même vachement chiant, fatigant, long,
Et surtout, à mon avis, ça tue beaucoup de vers de terre. Mais je t'ai gardé la meilleure partie. Tu vois là, j'ai commencé à faire des blocs parce que la terre elle est tellement compacte que c'est pas possible de piocher et de l'enlever. Alors j'ai utilisé mon pouvoir de flemme pour trouver la solution la moins fatigante que j'avais dans la tête. Et du coup c'est ça. Je coupe en morceaux et je pose là-bas. Je pose dans le fond. Et là moi je te garde la partie. Maintenant devant tes yeux ébahis, tu vas voir comment je fais le bord là-bas. Avec tous ces beaux blocs que je vais découper aussi devant tes yeux. Prends une pelle, une bêche, tu sautes dessus et t'as un bloc. Une fois que j'ai tous ces blocs, je vais faire le contour, comme ça, peu importe. Ah. Hop. Je crois que je me suis trompé en fait, j'ai fait un igloo et j'ai pas fait un bassin, enfin ça ressemble pas trop à un bassin quoi. Donc à la base je me suis dit tiens si je remontais les blocs que j'avais extraits du milieu, ça m'évitera de relever après. Et voilà, donc c'est dans un état. Je sais pas si c'est un bon état ou un mauvais état, c'est dans un état. Mais maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui va bosser pour moi et c'est le temps. Et le temps il va faire couler ça, il va faire tomber ça, s'aplatir. Et il va remplir aussi ça avec plus d'argile et tout. Et du coup bah là mon bassin, bah je crois que j'ai plus rien à y faire.
Voilà. Là, si j'y fais, ça sera trop de pointillonnage, tu vois. Ça m'intéresse pas. Là, je voulais juste faire les gros trucs et voir comment ça se passe après. Ça sert à rien de faire plus de travail que si je me rends compte que j'ai pas besoin de plus de travail, alors j'aurais été déçu après de savoir que j'aurais passé autant de temps, tu vois. Bon, j'ai craqué, je pouvais pas le laisser comme ça. Il y a une micro-action qui coûte pas très cher à faire en termes d'effort, c'est de pailler. Et donc là, tu vois, comme j'ai ma terre fertile, non, tu vois pas parce que je suis devant. Là, j'ai ma terre fertile juste au pied de mon mur. Mon mur, en plus, il est exposé sud, donc il va conserver la chaleur. Mais après, mon but, c'est qu'il s'affaisse quand même. Et ben, ce qu'il me reste à faire, c'est prendre de la paille et la répandre sur la terre fertile. Voilà. Et ça, bah, c'est pas très compliqué, comme tu peux le voir. Voilà, je vais pas arroser tout de suite parce que du coup, je me dis que je vais tout de suite faire des plantations, enfin tout de suite, demain, quand j'aurai pas plus la flemme, parce que là j'ai vraiment utilisé tout mon potentiel de volonté. Mais je pense que demain, je vais commencer à faire des semis au pied de ce mur. Et à mon avis, ils bénéficieront de beaucoup de conditions favorables. Voilà. Bon bah voilà, c'était tout pour ce bassin. Mais il y a encore un autre petit truc que j'ai envie de te montrer. Une remarque que j'ai entendue à une époque à propos de Pierre Rabhi, le retour à la campagne, etc. C'est oui, mais Pierre Rabhi, il parle jamais de la culture. Ça veut dire il a pas envie qu'on fasse des choses belles, des choses esthétiques, de l'art, des machins dans le genre. Mais en fait, je pense que c'est se méprendre complètement, parce que plus tu passes du temps dans la nature, plus t'es captivé par des choses, par des machins. T'as envie de reproduire, d'essayer. Et c'est pas simplement reproduire, essayer, de voir comment les arbres et les plantes fonctionnent, les animaux se comportent, mais c'est aussi reproduire des formes, reproduire des sensations, etc. Et là, en parlant de forme, euh, j'ai essayé de faire une petite installation sympathique à base de ficelles qui a une base utile, bien entendu, parce que c'est la base. Mais voilà, j'ai essayé de faire des trucs rigolos, tu vois, sur le thème des haricots. Non, je rigole, pas sur le thème des haricots, mais comme tu le sais, les haricots, et ben ça tige. Et ben j'ai fait des trucs sympas, je te montre. Là, c'était mon premier essai, donc j'ai suspendu une pierre, enfin non, j'ai mis suspendu une ficelle et à une pierre pour que ça fasse un poids accélérateur vers le bas. Et puis, du coup, le haricot ou le pois, je sais pas trop ce que c'est, il commence à monter dessus. C'est quelque chose qui est sympa à multiplier. Comme tu peux le voir, dès que tu commences à répéter des patterns, ça rend les choses un peu plus sympathiques, je trouve, un peu plus vivantes. Donc là, c'est pas encore accroché, sauf celle-ci. Mais ensuite, ça va monter et ça va s'étendre sur ces ficelles. Ce qui nous amène à la plus grande installation. Le problème sur cette parcelle que j'ai faite sans réfléchir, de forme plutôt ronde, c'est que c'est difficile de tendre des ficelles entre chaque angle pour tout couvrir. Donc j'ai trouvé une pseudo-solution qui consiste à faire des angles de ficelles au-dessus. Ce qui fait que là j'ai des grands axes au-dessus de ma tête qui me permettent de suspendre le même principe, hein, des pierres sur lesquelles vont courir les haricots. Et ça me permet de faire des installations